Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du Grand Débat du Web. Comme toutes les semaines, on a l'occasion de réunir 4 grandes voix du web pour parler de l'actualité connectée, les grands sujets qui font le web. On en débat pendant près de 25 minutes avec des plus un, moins un à la fin, c'est-à-dire des coups de cœur et des coups de gueule. Et donc 2 sujets dont on parlera aujourd'hui. Je vous les détaillerai dans un instant. On parlera d'intelligence artificielle et on parlera également de l'Afrique. Est-ce qu'on a raison d'être ici sur ce plateau ou est-ce qu'on ne devrait pas tous être en Afrique là où ça se passe? C'est la vraie question avec laquelle on fera la deuxième partie de cette émission pour laquelle j'ai le plaisir d'inviter Cécilia Gabizon. Salut Cécilia. Bonjour. Jolie petite veste en jean. Street School, vous êtes la créatrice, Media Maker aussi. Un mot sur chacun. La Street School, c'est une école de journalisme gratuite pour trouver des nouveaux talents. Et Media Maker, c'est un incubateur de médias innovants. À côté de vous, Jérémy Ben Moussa, fondateur de Schedule.io, on le prononce comme ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est une plateforme SaaS dédiée à la gestion de vos messages sur Slack. Voilà. Alors, bon, ceux qui ne connaissent pas Slack n'ont rien compris à ce que vous faites, mais les autres savent de quoi Les autres on parle. Julien Jacob est un parallèle entrepreneur. C'est pour ça qu'il a mis des lignes sur sa chemise aujourd'hui. C'est pour bien marquer ça. 2 startups à la fois. 2 startups à la fois, oui. Ouais. C'est nouveau et ça se complète pas mal. Les 2 startups ont quand même un lien. C'est là où il y a de la techno qui peut améliorer des process et mettre de l'huile là où il y a de la friction. Et voilà. Donc il y en a une, c'est 2 choses très simples. Il y en a une, c'est un plat bon et sain livré en 10 minutes dans le centre de Paris. Et la deuxième, c'est une marketplace de photographes et d'agents immobiliers, parce qu'il y a 900 000 biens qui sont vendus chaque année avec des photos tout aussi les unes que les autres. Et Airbnb a montré que ça a augmenté de 30%. Airbnb qui envoie gratuitement des photographes professionnels dans les apparts. Et ça donne. Nous, on fait la même chose, mais c'est les agents immobiliers qui payent. Absolument. Et puis à côté de vous, Laurent Dupin, chemise à carreaux, veste. On essaye. La classe internationale. Vous êtes le fondateur de l'agence digitale Le Web Lab. Le Web Lab qui fait On conseille des entreprises, des particuliers, des associations, toute équipe qui a des projets, y compris des startups aussi qu'on essaye d'accompagner sur le difficile chemin de devenir une entreprise bankable. La plupart d'entre nous, autour de la table, sommes ou avons été journalistes et nous avons vu arriver le fameux terme de robot-journalisme qui est arrivé notamment dans la presse économique. On a vu débarquer ça avec des articles qui sont produits par paquet de 12. Ça se passe notamment chez Forbes, par exemple aux États-Unis, où ils sont capables de produire un nombre d'articles absolument incroyable avec une technologie d'une start-up de Chicago notamment. On a vu ça au Monde. Le Monde, un soir d'élection départementale en 2015, a réussi la bagatelle de 36 000 articles produits en une seule soirée via un robot. Alors évidemment, ce sont des articles assez sommaires, il suffit juste de remplir les trous à certains endroits entre les noms des candidats, les scores et puis les villes. C'est pas encore le prix Pulitzer qui est en vue. Et on a donc ces robots qui sont là. On parle de robots d'ailleurs, et on verra des images derrière de robots en train d'écrire. C'est un peu l'image d'Épinal qu'on a. En fait, ce sont des logiciels, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la robotique, qui sont en train d'écrire de plus en plus. Et il y a même un robot, on va dire comme ça, un robot écrivain, en tout cas logiciel écrivain, qui a réussi à se placer dans un concours de littérature au Japon. Il y a eu, je ne sais plus combien, peut-être 1500 candidats, non, peut-être 1450 candidats précisément. Et parmi les 11 qui ont été un peu notés, il y avait une écriture faite par un robot. C'est la première fois qu'on trouvait que dans les 10 meilleurs, il y avait quelque chose qui était directement issu d'un logiciel. En clair, est-ce que le prix Pulitzer ou les grands prix littéraires sont pour demain faits par des robots? C'est la question qu'on va poser. Tiens, commençons par Julien Jacob. Je sais qu'il est sensible sur ce sujet-là. Alors, moi, je vais faire mon vieux grincheux, mais on avait vu ça en 2003 sur ZDNet. Donc mon brave monsieur. Et on avait fait ça sur les clés USB, enfin tous ces produits. Donc, le but de ZDNet, CNET, c'était de donner un avis sur des produits high-tech. Et en fait, il y a toute une catégorie de produits qui sont les clés USB, des disques durs, sur lesquels, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à raconter. Et on faisait déjà 400 000 reviews automatiques, à l'américaine en le mettant, d'ailleurs, que c'était automatique. Bon, peut-être parce que c'était CNET ou ZDNet, personne ne l'avait remarqué, mais c'est exactement en fait ce qui s'est passé sur le Monde avec C-Labs, d'ailleurs, qui est une très belle société qui a fait ça. Donc je connais un peu le sujet. En fait, c'est plus de la statistique qu'autre chose. C'est-à-dire que on a l'impression que derrière, il y a de l'intelligence, il y a de la créativité, etc. Les méthodes de base, c'est quand même des méthodes statistiques. Donc, il ne faut pas non plus s'enflammer trop vite. Celui qui a créé Narrative Science, qui est la société de Chicago dont je parlais, qui est celle qui a produit des articles notamment pour Forbes, il s'appelle Chris Hammond. Nous avons l'ambition de décrocher un prix Pulitzer d'ici à 5 ans. Alors évidemment, c'est de la provoque pure, mais l'intelligence artificielle va très vite. Alors typiquement, Narrative Science, eux, ils ont que des PhD de matheux, de scientifiques, etc. C'est des Américains, donc il y a une différence entre la promo, le langage, etc., et la réalité derrière. Moi, juste ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que la statistique écrive des choses
qu'il n'est pas logique de demander à un humain d'écrire, ça ne me choque absolument pas. Par exemple, sur ce qu'a fait Le Monde, on n'allait pas avoir un journaliste du Monde, en l'occurrence du Monde.fr, écrivant alors dans la commune de machin truc, un tel a gagné 36 000 fois dans la soirée, ça n'avait aucun sens. Donc moi je trouve ça très bien, parce que ça veut dire que là, et j'ai géré des équipes de journalisme pendant un petit moment, où je payais des gens à faire des choses qui étaient même dégradantes pour eux, parce que ça n'avait strictement aucun intérêt, et prendre un stagiaire pour ça c'est encore pire. Que les ordinateurs le fassent, je trouve ça très bien. Là où je pense qu'il y a une limite, c'est la créativité. Bon, alors est-ce qu'il y a une zone supérieure d'intelligence artificielle qui peut mener vers des articles plus fournis et vers, pourquoi pas, des romans qui pourraient se vendre ? Alors, il y a déjà des aspects intéressants de l'intelligence tout court, qui est la vérification de savoir si ça s'est déjà écrit quelque part. Par exemple, tout le négoce, en termes d'infos, on a beaucoup de problèmes de copier-coller, d'infos qui sont volées, qui ne sont pas vérifiées. Aujourd'hui, de l'intelligence artificielle au service du fact-checking, c'est intéressant. Ils fouillent tout le web et ils retrouvent déjà les sources et les documents. Donc, il y a des usages qui sont intéressants. Il ne faut pas forcément être dans la terreur. Après, on est toujours, nous, les humains, en train de défendre notre statut d'humain. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui sera indépassable, c'est l'émotion. L'émotion, c'est-à-dire notamment la possibilité de faire quelque chose qui n'a pas été programmé et qui est illogique. C'est magnifique. C'est là où reste notre dernier espace de liberté. C'est dans ce qui n'est pas la reproduction d'une forme de rationalité. Parce que le robot... Mais qui a dit que les robots devaient être rationnels ad vitam aeternam ? Globalement, pour l'instant, par exemple, même l'écrivain japonais, l'écrivain robot japonais, c'est génial. C'est de l'algo de sémantique. Il prend de la sémantique et il la mélange selon des combinaisons possibles. Bien sûr, ça va donner de la littérature, et peut-être même de la littérature très intéressante, hein, parce que la littérature, c'est justement faire exploser toutes les combinaisons de mots. Mais en même temps, moi, ça ne me menace pas qu'un robot écrive des textes et soit dans l'algo. Par contre, c'est autre chose que ça me touche, que quelque part, ça raconte quelque chose que je ressens. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui l'émotion et la capacité à ressentir et la capacité à être dans des zones d'ombre de l'intelligence, c'est quelque chose. Donc vous pensez qu'entre un Guillaume Musso écrit avec les pieds et quelque chose écrit par un robot sans talent, le Guillaume Musso sera toujours meilleur, quoi. Je crois que c'est pas ça qui doit nous inquiéter, en tout cas. Aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est de savoir si est-ce que les robots vont prendre le pouvoir. En gros, est-ce qu'ils vont prendre la place des humains ? Est-ce qu'ils vont être plus forts que nous ? Est-ce qu'ils vont nous dominer ? Ou est-ce qu'ils vont apporter quelque chose ? C'est un peu l'imbrication aussi entre les humains et les robots et l'intelligence artificielle. On a peur, en fait, d'être dominé par les robots. Ça, c'est une inquiétude légitime qu'on peut avoir. Moi, je pense que on sera toujours... Nous, on a quelque chose qui est irremplaçable, qui est ce qui n'est pas prévisible. Aujourd'hui, toute la big data, ça fonctionne sur la reproduction. Ça calcule, en fait, sur des milliers de comportements ce qu'on fait. Et donc, ça projette, à partir de ce qu'on est aujourd'hui, ça projette ce qu'on sera demain. Et globalement, à 90%, c'est juste. Heureusement, il reste ces 10%. Et ces 10%, ils sont intéressants. C'est cette part incontrôlable de l'humain qui fait aussi toute la sérendipité, l'invention, la créativité. Est-ce qu'on peut pas mettre simplement une ligne de code qui déstructure un petit peu toute cette pensée logique mais bien sûr. Et aujourd'hui, en fait, on n'en est pas encore là parce qu'on n'est pas encore capable de nous, humains, coder ça. Coder cette partie qu'on n'est pas forcément capable d'expliquer. Est-ce que vous pensez que ça n'arrivera ? Mais ça va forcément arriver. On va forcément avoir cette évolution. Il suffit de regarder ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Il y a un phénomène, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut bien comprendre que l'événement majeur de ces dernières années, c'est pas ce qu'on a été capable de coder, c'est le fait qu'on a été capable de coder des machines qui commencent à apprendre elles-mêmes. Et on a beaucoup parlé il y a quelques semaines du jeu de Go et de l'expérience de l'ordinateur de Google. Et la vraie nouveauté, c'est pas qu'on ait un ordinateur qui sache jouer aux échecs ou qui sache jouer au jeu de Go, c'est qu'il soit capable lui-même, parce qu'il fait lui-même des itérations sur le jeu de Go, mais ça pourrait être totalement autre chose, d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer avec le temps. Et donc nous, humains, on a été capable de créer une base. Et sorti de cette base, on a créé un ordinateur qui est capable d'évoluer. Et le vrai risque, en fait, la vraie inquiétude dans l'imaginaire collectif, c'est ça, c'est qu'on a un ordinateur qui évolue tellement qui nous surpasse à un moment, c'est l'histoire de Terminator. On parlait de cette histoire au Japon qui vient de l'université japonaise d'Hakodate. On a vu au Japon une chanteuse qui est une chanteuse purement virtuelle qui a réussi à toucher des ados. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas compliqué en matière de musique, mais en tout cas, elle a réussi à avoir une relation forte. Il y a un vrai risque sur le contrôle. Et on a eu un exemple aussi il y a quelques semaines où l'ordinateur que Microsoft a branché sur Twitter est devenu nazi en 24 heures. Ouais. Et c'est un ordinateur, donc il ne se rend pas compte de l'impact de ce qu'il fait. Pour lui, c'est une évolution logique de sa pensée. Voilà. Et je pense que ça, dans le fantasme collectif, le risque, il vient de là. En réalité, on est encore très, très, très loin d'avoir une intelligence qui remplace mon oreille droite qui me dit que Laurent veut dire quelque chose depuis tout à l'heure. Là. Non, ce que je retiens, c'est qu'on est maintenant dans une espèce de dynamique où les frontières, en fait, sont beaucoup plus poreuses. Tu parlais tout à l'heure de ce qui est un humain, de ce qui est un robot. Et justement,
parce qu'on est capable d'avoir de l'humain augmenté, d'avoir de la bionique, et justement parce que le robot, on sait, maintenant c'est daté, on sait, les scientifiques sont capables de projeter à partir de quand on arrivera à rendre les machines capables de simuler, je dis bien simuler, quelque chose qui est de l'ordre de près de l'émotion. Les deux univers s'interpénètrent. 2025, globalement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et en fait, ce qu'on est en train d'introduire là-dedans, dans les machines, il y a un phénomène, moi ça me fait penser à Disney, à l'anthropomorphisme des personnages de Disney, que vous connaissez tous. C'est-à-dire qu'on monte des animaux à Disney, mais ils ont tous des caractères humains. Et le robot, finalement, depuis le début de la robotique, on essaye de le rendre terriblement humain jusqu'au point finalement de rupture où il va terriblement nous ressembler et nous faire peur, être capable de nous remplacer dans certaines actions, pas que des actions automatiques, des actions beaucoup plus raffinées. Et j'ai regardé un petit robot sur une vidéo avant de venir sur YouTube qui était très intéressant sous cette dynamique des robots qu'on secoue là, avec Boston Dynamics. On prend des balais pour faire tomber des robots et voir comment ils réagissent. Et là, je regardais un autre robot qui est un robot araignée qu'on a programmé pour être capable de marcher à partir du moment où il se blesse sur deux de ses 8 pattes. Et avant, le robot était paralysé, il n'avançait plus. Là, maintenant, il a appris en fait, à continuer à marcher sur un moignon. C'est-à-dire à installer un réflexe humain qui serait de « je suis blessé, je me traîne et je suis capable de continuer à avancer ». Bientôt écrire un bouquin sur Capitaine Crochet. On invente la perfection. Je pense que le problème, que la technologie évolue, on en est tous là, et ça fait tous 15 ou 20 ans qu'on est là-dedans, donc c'est l'évidence. Maintenant, il ne faut pas que la peur elle devienne irrationnelle non plus. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société avec un système politique, un système sociétal, avec des contre-pouvoirs, etc. Toute nouvelle technologie qui est arrivée, par exemple, quand les voitures de Ford sont arrivées, elles étaient limitées à 20 km/h. Parce que tout le monde disait que c'était dangereux. La Google Car, il n'y avait pas d'humains dedans, etc. Maintenant, on se rend compte que ça fait moins d'accidents que des humains, ou en tout cas, quand il y a des accidents, c'est à cause des humains et c'est pas à cause de la Google Car. Et tout ça va évoluer. Tout ça va évoluer dans des législations qui avancent pas toujours aussi vite qu'on voudrait, ok, mais qui ont aussi ce côté positif. C'est-à-dire que l'humain est quand même, et le politique notamment, et la société sont quand même là pour s'assurer que ça part pas. La question de départ, Julien, c'était est-ce que le prix Goncourt ira un jour à quelqu'un qu'on croyait être un humain, qui était en fait un logiciel ou un robot? Vous me dites a priori, je ne le sens pas trop. D'autres disent peut-être ça peut arriver. On n'a pas la date. Vous pensez que ça va arriver? Oui, ça peut arriver. Mais il y a parce qu'il faut aussi mesurer. Mon point, c'est qu'il ne s'appellera pas prix Goncourt. Ouais. C'est-à-dire que là, ce qui est malsain là-dedans, et on voit bien on voit bien qu'ils veulent mélanger les genres, qui est un prix Nobel d'écriture de robots et un prix Nobel d'écriture d'humains, parfait, c'est là où la société, elle va équilibrer et Il y a encore un mot là-dessus, parce que là, on s'intéresse beaucoup aux robots, mais en fait, nous-mêmes, on est en train d'évoluer. Je parlais avec un neurochirurgien, etc., qui m'expliquait que maintenant, les zones qui correspondent au pouce, les zones nerveuses et les neurones qui correspondent aux terminaisons du pouce, ont énormément grossi chez les jeunes générations, tandis que l'hypophyse, qui s'avait à se localiser, à s'orienter, etc., est en train de rétrécir. C'est-à-dire l'imbrication homme-machine, elle nous fait nous-mêmes humains totalement évolué et peut-être de manière plus radicale. Je rappelle qu'à 20 ans, on pensait que les pouces allaient disparaître à terme parce qu'ils ne servaient plus à rien. C'était l'organe de préhension et on ne savait pas à quoi ça servait puisque plus personne ne s'accrochait aux branches. Et en fait, les téléphones ont sauvé les pouces. Merci les téléphones. C'est vraiment super. On vous dit merci pour les prochaines générations. C'est le grand retour du pouce, absolument. C'est de voir quand on reprend l'histoire de l'informatique et de l'intelligence artificielle, on voit qu'elle est scandée par à chaque fois un robot, une intelligence a réussi à. Et à chaque fois, je reprenais mes notes et en 97, il y a eu Deep Blue qui a réussi à battre Kasparov. Tout le monde a oublié, ça semble une éternité. Et en 91, durant la guerre du Golfe, les Américains avaient confié la gestion logistique de leurs dépenses militaires à un robot, DART, une intelligence artificielle, qui a réussi à économiser des millions sur leur opération militaire. Donc on voit et tous les 2, 3, 4 ans, vous avez un robot qui réussit à faire un truc depuis jusqu'au jour où on va s'arrêter de dire ça et où le robot réussira tout simplement à vivre tout seul. Après, la littérature militaire, c'est un autre registre, pour le coup. Non, la gestion militaire. Mais c'est de la créativité. On est un peu sorti. Deuxième sujet de ce grand débat du web, on parle de l'Afrique. Tous ceux qui mettent les pieds en Afrique, que ce soit au Maroc ou que ce soit en Afrique du Sud, dans n'importe quel pays aujourd'hui, vous le diront, si vous allez traquer ce qui se passe du côté du web, des incubateurs, des startups, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a de l'énergie. Il n'y a pas encore l'argent nécessairement dans tous les endroits. En tout cas, les investisseurs étrangers sont encore un peu frileux parce que les politiques sont toujours un petit peu instables dans certains pays. Mais en tout cas, c'est là que ça se joue. Ça se joue depuis très longtemps parce que vous avez par exemple au Kenya une société qui s'appelle M-Pesa qui depuis 2007 déjà fait du transfert d'argent via des téléphones très très simples. Vous avez toujours au Kenya M-Kopa qui fait des kits pour énergie solaire. Ça, ce sont des exemples. Et vous avez deux pays qui dominent un peu
la donne un petit peu. Le Nigeria, qui est évidemment le grand pays avec le plus de population en Afrique, qui est un des grands pays qui est en train d'exploser, et puis le Kenya, mais tous les autres, dans la foulée, sont en train de s'y mettre, et les sociétés sont en train de comprendre ce qui se passe. Rocket Internet, les Allemands sont à fond en train de créer des startups en Afrique aujourd'hui. Orange y est, il y a des startups qui se créent sur l'agriculture, sur le microcrédit, sur les nouvelles énergies, sur plein de secteurs. Qui veut se lancer là-dessus? Qui a mis les pieds récemment en Afrique et pourrait me dire ça, peut-être la grande voyageuse que vous êtes? Alors moi, je reviens du Brésil. Voilà, exactement le sujet, c'est ce que je voulais dire. Mais sur l'Afrique, donc pas à partir du terrain, mais ce que j'en vois, c'est qu'effectivement, il y a une énergie, c'est ce qu'on disait sur la silicone. Les gens reviennent de la silicone, ils disent il y a de la lassitude, il y a quelque chose qui s'est perdu. Le fameux clic, la haine, la faim aussi. Alors, on va pas faire une éloge de la faim, mais quelque part, j'ai l'impression que dans les startups africaines que moi je vois émerger, il y a aussi le désir de résoudre des problèmes concrets. Oui, d'être très ancré sur le monde et de changer les structures sont faibles, les États sont faibles, les infrastructures sont faibles, et tout d'un coup, on contourne cette faiblesse à travers les plateformes et le digital qui permet de se mettre directement, de mettre les gens directement en réseau et d'apporter des solutions. Mais c'est extraordinaire le potentiel économique et le potentiel social de cette révolution des startups. Aujourd'hui, dans la silicone, on cherche à faire avant, on cherchait à changer le monde. Aujourd'hui, on cherche un peu à faire de l'argent plutôt. Et là, on se dit que finalement, ce qu'on voit émerger dans les compétitions, en tout cas internationales, des startups africaines, c'est des startups qui sont dans la résolution concrète des problèmes, avec des élites nouvelles qui trouvent où s'investir parce qu'elles ont en fait du capital international qui peut les rejoindre et puis un énorme marché devant elles, même si ce marché est peu solvable. Ce sont des startups qui sont souvent assez technologiques et qui veulent résoudre un vrai problème en bas de chez elles, d'une certaine façon, ou pour l'ensemble du pays. Mais justement, la techno, ça leur a donné l'occasion d'utiliser leur matière grise pour résoudre leurs vrais problèmes. Et avant, c'était très difficile d'accéder, quand on a peu d'infrastructures, comme tu disais, de trouver une solution globale, même nationale, à un problème. Et là, ils ont des nouvelles technos qui leur permettent de trouver une bonne idée, de la mettre en œuvre, parce que pour le coup, il y a des vraies formations dans ces pays-là et ils sont très compétents sur des sujets où on ne les attendrait peut-être pas. Et pour le coup, ils arrivent à trouver des solutions, à les mettre en œuvre, à les déployer. Alors certes, le marché n'est pas du tout comparable à des pays occidentaux, mais le fait qu'ils arrivent à résoudre des problèmes concrets fait que les bonnes idées ont une vraie traction. Elles ont un impact sociétal qui est assez rapide. Et surtout, les gens adhèrent énormément à ces nouvelles startups. Je lisais récemment que dans les rues de Mombasa ou de capitales africaines, des femmes qui vendent des beignets aujourd'hui envoient des salves de SMS en disant promo sur les beignets entre 17h et 18h dans la rue. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accaparation de cette technologie qui est absolument incroyable. Moi, je pense que la chance dans le retard, déjà souvent le retard c'est une chance dans les technos, parce que quand on voit des gens qui ont démarré il y a 25 ans, finalement, au bout d'un moment on a ce qu'on appelle une dette technologique aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on a des fers aux pieds. Et que ce que je trouve extraordinaire, c'est le mobile. C'est-à-dire que nous, on est passé par le web, alors le Minitel d'ailleurs, par le Minitel, par l'écran, pour arriver au mobile, avec des prix, etc. Et en fait, eux, ils démarrent directement par mobile, et notamment les technologies de micro-paiement par SMS, qui est juste un truc hallucinant. On aurait pu avoir ça il y a 15 ans en France, sauf que personne ne l'a jamais fait. Et donc, effectivement, il y a à la fois des problèmes très pratiques à régler. Il y a une plateforme qui est simplissime, c'est celle du mobile. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver par là. Et je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir en Europe, comme il y a eu Alibaba en Chine, alors que personne ne l'avait vu, qui est plus gros qu'Amazon. Est-ce que la leçon, ça n'est pas que si on rate certaines étapes pour des raisons structurelles, conjoncturelles, politiques, ce qu'on veut, de toute façon, on est plus rapide sur la suivante. Ce qui s'est fait aux États-Unis avec la 3G, qui a raté totalement la 3G, qui est devenue très forte sur la 4. J'en suis persuadé. Qui nous a complètement devancé, alors qu'il y a 5 ans, ils étaient minables sur la 3G. Le pire, c'est d'être un peu comme moi, en disant ça fait 20 ans que je suis dans le web, etc., et j'ai tout vu. Ça, c'est le pire. Vous prenez quelqu'un qui débarque là aujourd'hui et qui s'affranchit de tout ça, et qui fait du SaaS à droite, à gauche, etc., il va aller 10 fois plus vite que moi. Ça, c'est sûr. Laurent. On a le côté aussi, il y a cette vitrine-là, et ça c'est l'élan en fait, ce qui porte aussi les investisseurs à aller là-bas, et il faut le dire aussi, comme c'est une terre aussi vierge, malgré tout, qui a un rebours à construire un certain nombre d'infrastructures. Pour rappeler la première des plus importantes, celle de l'électrification. C'est Jean-Louis Borloo qui gère un énorme projet international de déploiement, parce que tout part de l'électricité. Si on n'a pas d'électricité, on peut à peu près rien utiliser. Donc on voit qu'il y a aussi cette dynamisme, il y a aussi aller à rebours et reconstruire des réseaux. Pourquoi on s'intéresse aussi beaucoup d'investisseurs? Parce que c'est la possibilité d'avoir des croissances à 2 chiffres qu'on peut faire à peu près nulle part ailleurs dans
dans le monde. Et moi, ce que je retiens par rapport, au-delà de cette vitrine qui excite beaucoup en ce moment, c'est la phase qu'il y a eu juste avant. La phase un peu d'intérêt, je dirais, du secteur de l'informatique d'entreprise pour les terres de l'Afrique et notamment du Nord-Afrique, du Maghreb, où tout ce qu'on appelait intégration, développement, qu'on externalisait à l'étranger auparavant, et notamment en Inde, dans les pays asiatiques, les Européens en sont revenus. Pourquoi ? Parce que finalement, même si on parle anglais, c'est pas le même anglais, les cultures sont pas les mêmes, et les développements n'étaient pas forcément si top que ça. Et il y a eu un espèce d'élan, à un moment, pour le Maghreb qui est monté en puissance, et notamment, je me souviens moi de symposiums avec les SS2I, les sociétés de services tunisiennes, qui ont d'excellentes formations, des super ingénieurs très compétents, et surtout qui ont une proximité à la fois géographique, culturelle, de langue et presque sociétale, beaucoup plus grande. De langue, c'est extrêmement important. Parce que quand on discute avec un développeur indien, quand on monte une start-up, c'est compliqué. Avec un développeur marocain, c'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est la base pour moi. C'est-à-dire qu'il y a eu un socle qui a d'abord constituer la solidification de ce qui se passe. Maintenant, on a l'effet aussi vitrine, excitation. C'est une zone à construire, à équiper avec des croissances à 2 chiffres. Et puis, il y a aussi un phénomène, c'est peut-être marginal, mais des Afropéens qui retournent en Afrique. Et qui montent plein de business, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus à sens unique. Ça circule entre les continents parce qu'il y a du potentiel de business, il y a des gens qui ont un intérêt à y aller, à être entre 2 continents, et ça joue beaucoup dans le digital, c'est-à-dire que quand ça permet finalement d'être à plusieurs endroits à la fois, ça permet à des gens qui n'arrivaient pas à résoudre un choix ou qui avaient envie d'être dans une trajectoire à la fois d'aller et venir, de le réaliser. Et je pense que ces échanges-là ont beaucoup intensifié. Il y a aussi la notion de la soif d'information, parce que pour le coup, nous, on a des kiosques à journaux partout depuis tout petit, on a une masse d'informations énorme, des chaînes de télé, des chaînes de radio, ce qui n'est pas le cas dans plein d'endroits d'Afrique où on ne capte pas tant de radio que ça, pas beaucoup de télé, et il n'y a pas nécessairement des quantités industrielles de magazines. Et il y a une soif absolue depuis le web de consommer tout ça, de consommer les MOOC des universités américaines, de consommer du Wall Street Journal depuis un village africain, et on s'aperçoit que les consommations sont en train d'exploser. C'est ça il se passe quelque chose de très très fort en Afrique, qui est une soif qu'on a d'une certaine façon perdue, celle de la connaissance. Et puis surtout, ils deviennent très actifs aussi. Ils ne se contentent pas de regarder les MOOC d'Harvard ou de Stanford. Ils sont aussi en train de créer les leurs, en s'inspirant de cela, évidemment, mais ils sont très proactifs, pour le coup. Si notre monde occidental les a sûrement un peu inspirés, derrière, ils savent faire leur truc et ils sont hyper créatifs et hyper bons dans ce qu'ils créent. On peut parler de l'atelier des médias là, que connaît Philippe Couve, qui est déjà venu sur ce plateau, qu'il avait monté à RFI. Énormément des blogueurs qui se sont installés sur cette plateforme internationale étaient des blogueurs africains qui se comportaient en journalistes citoyens, se connectant, moi je l'ai vécu d'ailleurs, avec des journalistes français, européens, échangeant directement et je dirais à égalité, sans aucune espèce de se dire nous on est cantonné à nos sujets africains. C'est avec l'envie d'échanger et d'échanger sur des sujets extrêmement techniques. Alors, juste un dernier mot, les startups africaines ont levé 185,7 millions de dollars. C'est la seule source qu'on ait à peu près officielle. C'était en 2015, ce qui est rien. C'est ce qui se lève en une semaine en France, ce qui est absolument scandaleux, vu ce qui se passe là-bas. Donc, il faudrait aussi que les investisseurs européens, français notamment, se mettent à aller voir ce qui se passe là-bas et injectent un peu d'argent, parce qu'ils en ont aussi besoin d'argent pour faire tourner. Cécilia. Et puis, il y a un +1 aussi, d'ailleurs, on va terminer, puisque l'émission se termine, par un +1 africain aussi. Alors, je voudrais vous parler justement d'une start-up média que nous couvrons à Mediamaker et qui est complètement le sujet, qui s'appelle Nothing But The Wax, qui est à propos de la mode africaine, mais pas simplement dans le sens l'habit. C'est comment est-ce qu'on se présente. En fait, c'est la façon dont on se raconte et c'est la réappropriation du récit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce goût qu'on a d'Afrique, tout d'un coup, cet attrait, on sent que quelque chose se passe. Ça se passe aussi en mode, en art, en déco, parce que tous les codes, les langages qui sont en train de se faire, et c'est un langage en fait de gens qui sont en train de récupérer une expression à la fois traditionnelle et moderne. Et c'est ça qu'on aime aujourd'hui en Afrique. Et Nothing But The Wax, c'est une start-up média qui est en train de s'incuber et qui va parler aux Afropéens et aux Afros tout court. C'est-à-dire qu'elle représente aujourd'hui, il y a beaucoup de proximité, peut-être de langue aussi, mais entre la jeunesse africaine en Afrique francophone et la jeunesse afropéenne qu'on trouve en Europe. Nothing But The Wax. Laurent, un petit +1, -1 ? Mon +1, c'est Laval Virtual. J'en reviens, ça se faisait la semaine dernière, là, en fin mars. Laval, vous êtes un peu proche de Laval, vous. Je vis au Mans, oui, effectivement. Je le partage. Oui, La ville de Laval. Oui, Laval, c'est pour ça que je disais la ville. Hein. C'est un cas d'exception, ce festival, cet événement, parce qu'il se déroule effectivement en région et non pas à Paris ou dans une autre grande capitale européenne. Et il devient maintenant un événement international. On parlait de l'Afrique, il y avait une délégation cette année camerounaise. Ça a surpris les gens que dans ce secteur technologique là, on
avait des patrons en costard-cravate avec les chargés de vente et de communication qui se baladaient sur le salon et qui avaient des projets déjà aboutis. La tendance du Laval virtuel cette année, elle était déjà inscrite il y a 2 ans, puisque ça se passe tous les 2 ans, c'est les casques. Alors si vous n'êtes pas sur un stand où vous avez un casque de réalité virtuelle, vous n'avez aucune chance à ce qu'une famille, lors de la visite du week-end, s'arrête et teste vos produits. Tout passe par le casque de 3D virtuel, quitte à aller peut-être un peu à la limite de l'exercice, c'est-à-dire s'il n'y a pas de casque et de gamification de ce qu'on fait, on est un peu moins dans de l'informatique concrète tout de suite et beaucoup dans le jeu et dans la réalité virtuelle. Donc au résultat de ce qu'on a dit, il faut que les investisseurs casquent et que nous, on se casque quand on va à Laval. C'était un petit jeu de mots bidon de la fin, mais c'était juste pour terminer cette 21e édition. Oui. Et juste mon -1, je voulais dire un petit... Ah bah c'est un -1 en plus, le monsieur est gourmand. Vrai -1. Mais c'est très rapide alors. C'était sur le terrorisme, ce que les faits qu'on a vécu avec ce qui s'est passé en Belgique, à Bruxelles, qui nous ont tous touchés. Et je trouve maintenant, comme certains autres observateurs, ce phénomène maintenant de vécu en information 3D, où on suit tout ça sur les chaînes d'infos continues, tout ça sur les réseaux sociaux, sous une forme un peu de parano extrêmement médiatique. Donc il va falloir sans doute réfléchir sur la gestion saine et sereine de tout ça. Et puis il y a eu les débats sur les images. Doit-on prendre des images instantées et les distribuer sans l'accord des personnes? Enfin, voilà. Mais ça, c'est un autre débat et on reviendra peut-être là-dessus un autre jour. Merci beaucoup à Cécilia Gabizon, Julien Jacob, Jérémy Benmoussa et Laurent Dupin d'avoir participé à cette 21e édition du Grand Débat du Web, une émission hebdomadaire que vous pouvez évidemment partager. Faites-le savoir et merci d'avance. À plus.